bienvenue à tous. Je voulais juste vous rappeler ce que sont les Summer Club séminaires pour ceux qui n'étaient pas présents pour la session d'hier. C'est une nouvelle initiative à House. C'est une série de 3 sessions de webinaires durant 2 jours. Donc, il y en avait une hier et 2 aujourd'hui, cet après-midi. Et le but, c'est vraiment de vous donner tous les conseils et astuces d'experts de House pour vous aider à améliorer soit votre expérience client, booster votre business, vos photos comme la session d'hier, attirer les bons clients, et aussi recevoir toutes les dernières tendances de l'industrie. Donc, comme je l'ai dit, les sessions sont enregistrées, donc encore une fois, pas de panique. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce que veulent les propriétaires, des tendances majeures de 2024-2025 et comment améliorer votre expérience client. Donc, comme vous le voyez, je suis aujourd'hui avec Andrea, qui est chef de projet ici à House. Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oui, absolument. Donc, du coup, moi, c'est Andrea Blanc-Ducollet. Moi, ma mission chez Ouspro, c'est de comprendre quelles sont les problématiques de nos clients, donc les professionnels de la rénovation. Donc, comprendre leurs besoins, où est-ce que vous galérez et où est-ce que vous réussissez, et surtout, comment on peut mettre en place des processus et des méthodes, donc utiliser les logiciels pour vous permettre de gagner du temps et surtout générer plus de business. Donc, je suis amenée à parler avec beaucoup de professionnels de la rénovation et vous allez voir que dans une deuxième partie, tout ce qu'on va dire, c'est exactement ce qui ressort des témoignages qu'on récupère et des propriétaires et aussi des professionnels de la rénovation. Super, merci. Et de mon côté, je suis Camille, responsable marketing ici à House. Donc, mon objectif au quotidien, c'est de créer des stratégies et des contenus marketing innovants pour vous, professionnels de la rénovation. Donc, que ce soit les emails que vous recevez, les notifications mobiles si vous avez téléchargé l'application, sinon vous pouvez le faire, les e-books à télécharger, les invitations à nos différents événements, qu'ils soient en ligne ou des salons professionnels, les webinaires comme aujourd'hui ou encore des articles. Donc, restez vraiment connectés. Alors, la première partie portera sur les dernières tendances émergentes du marché que vous pouvez mettre en avant dans vos projets. Et la deuxième partie que Andrea présentera sera sur les stratégies et les pratiques à mettre en place pour répondre à ces attentes. Alors, pour vous donner un peu plus de contexte avant de vous montrer les nouveautés couleurs sur ces fameuses tendances émergentes, donc nous avons identifié certaines d'entre elles en analysant l'évolution en fait des mots-clés recherchés sur House de janvier à mars et on les a comparés avec les résultats de l'année dernière. Donc, que ce soit les couleurs, les matériaux, etc., c'est ce que vous allez voir. Et vraiment, je voulais souligner que ces tendances, elles sont vraiment importantes pour vous à connaître, pour vraiment les mettre en valeur, que ce soit dans votre site web, vos blogs, vos réseaux sociaux. C'est vraiment des mots-clés qui vont attirer, en fait, tous les clients. Alors, commençons avec les couleurs. Je vais commencer avec le beige, même si le noir et blanc, vous le voyez, c'est vraiment la tendance qui a vraiment explosé ces derniers mois. Mais le beige vraiment se positionne clairement comme une couleur incontournable dans toutes les recherches de House. Elles ont augmenté, comme vous le voyez, de plus de 370% au cours du début de l'année. Et surtout, sa popularité, c'est dans les cuisines. On a eu beaucoup de recherches de mots cuisine beige avec une augmentation de 88%. Donc, vraiment quelque chose à retenir. Il y a évidemment d'autres teintes qui se démarquent, comme vous le voyez, par exemple le rose, le vert, le jaune, des teintes qu'on avait déjà vues l'année dernière, mais qui sont d'autant plus fortes cette année. Et bien évidemment, comme je vous le disais, le noir et blanc, c'est vraiment intemporel et c'est une explosion positive de plus de 500% d'augmentation. Et encore une fois, à noter que le terme salle de bain, noir et blanc a été multiplié par 5. Donc, vraiment à prendre en considération, encore une fois, quand vous faites la promotion, par exemple, de salle de bain. Alors, passons au style. On observe vraiment, en fait, un retour aux valeurs sûres, simples et vraiment des styles intemporels. Donc, comme on le voit, et on en a parlé pendant des années dans les anciens webinaires qu'on a fait les années précédentes, le style scandinave, c'est toujours une valeur sûre, surtout dans les salons, avec une augmentation de plus de 124% avec les recherches du terme salon scandinave. Comme l'année dernière, on a un engouement pour la philosophie wabi-sabi dans les recherches avec une augmentation de 49%. Donc, pour rappel, c'est une philosophie japonaise qui vraiment prône le style minimaliste, naturel, l'art de l'imperfection, du lâcher-prise et tout ça. Donc, encore une fois, à prendre en compte, et c'est toujours des choses très intemporelles et très neutres.
Et puis, le grand gagnant, le grand vainqueur de cette année 2024-2025, c'est le style méditerranéen. Comme vous le voyez encore une fois à l'écran, les demandes ont explosé à House au cours des premiers mois de l'année, avec une augmentation de plus de 460%. On a l'habitude de le voir en vacances, évidemment, mais aujourd'hui, ça invite vraiment dans nos intérieurs et surtout dans les salons. Donc, encore une fois, à prendre en compte quand vous faites la promotion des salons. Et Camille, je me permets de rajouter un point. Je pense aussi que ça, c'est très représentatif de une tendance qui est post-Covid, hein, où on a eu beaucoup d'urbains qui ont quitté les villes pour aller se rendre plutôt en campagne, etc. On le voit dans le sud, beaucoup de nordistes qui descendent dans le sud, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé aussi que les habitants locaux, et donc du coup qui peuvent se permettre des maisons plus grandes, des intérieurs plus grands, et donc du coup tout en respectant en fait le style qui a trait à ce côté, voilà, maison de vacances, méditerranéen, etc. Donc on est vraiment dans cette représentation à fond de l'ère post-Covid. Totalement. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition parce que les matériaux, c'est toujours cette même tendance de naturel, d'artisanat, de durabilité qui s'invite dans nos intérieurs et dans nos extérieurs, d'ailleurs, qu'on verra après. Et c'est vraiment cette volonté de revenir à l'essentiel, de favoriser aussi une démarche un peu environnementale au final. Donc, c'est à prendre en compte. Le bois, évidemment, est toujours très plébiscité. Les recherches ont d'ailleurs doublé, comme vous le voyez, donc 98% d'augmentation. Et particulièrement les cuisines en bois, avec une augmentation de 91%. Le minéral aussi a sa place dans nos maisons, comme vous le voyez, la nouvelle matière d'ailleurs qui sort, c'est vraiment le travertin, avec une hausse de 80% des requêtes sur House. Donc travertin, que ce soit encore une fois dans tout type de pièces, hein, salle de bain, salon, cuisine, etc. C'est vraiment à prendre en compte. Et évidemment, popularité grandissante de la pierre, avec une augmentation de 78%, du marbre et évidemment des éliges. Donc, que ce soit dans les salles de bain ou cuisine aussi d'ailleurs. Alors oui, 2024-2025 risque aussi d'être un tournant dans l'attention du détail. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment mentionné les années précédentes. Mais cette année, on a noté vraiment un intérêt grandissant pour les pièces de mobilier, les accessoires. Donc, par exemple, comme vous le voyez encore une fois, les fauteuils, les luminaires, les suspensions, les appliques. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas tant que ça dans les années précédentes. Et cette année, beaucoup de recherches ont été faites de ce côté-là. Donc, aussi une augmentation dans tout ce qui est habillage de fenêtres, que ce soit les rideaux, par exemple, qui ont doublé. Effet intéressant que je trouve, c'est le terme de vitrail qui a suscité un intérêt auprès de notre communauté avec une augmentation de 490% par rapport à l'année précédente. Donc évidemment, ça apporte du caractère, ça peut cacher un vis-à-vis, c'est vraiment quelque chose d'unique aussi qui peut être fait sur mesure. On peut jouer avec les couleurs, évidemment, donc très intéressant, je trouve. Absolument. Et puis surtout, ça modifie aussi la luminosité d'un espace. Les vitraux. Donc, du coup, on voit vraiment qu'on sort de l'esprit un peu biblique qui était attribué au vitrail auparavant. Et effectivement, il y a un essor de petits artisans qui font des vitraux personnalisés. Si vous allez sur Instagram, vous allez voir qu'il y a énormément d'artisans qui partagent leur travail et c'est absolument magnifique ce qu'ils font. Et donc, du coup, ça permet de donner effectivement un caractère et de sortir peut-être du standard en rajoutant des éléments complètement différenciants dans son intérieur. Notamment sur toutes les finitions, on le voit, hein, mais souvent, on voit dans les prestations des archives d'intérieur qu'il y a une attention particulière qui est donnée sur le sens des détails, que ce soit des finitions de portes, de cabinets, de meubles de cuisine, etc., de prises électriques, d'interrupteurs. En fait, on se rend compte que ce sont dans les détails que la prestation fait la différence et surtout qu'on peut potentiellement monter en gamme aussi en portant un intérêt particulier dans ces finitions-là. En tout cas, je le constate pas mal avec les pros avec qui on parle. Donc, peut-être que ça va vous parler également. Alors, évidemment, il y a des problématiques de nos jours. Donc, on ne peut pas toujours agrandir un logement, évidemment, mais on peut optimiser la place. Et il y a vraiment, encore une fois, un intérêt grandissant pour tout ce qui est les rangements, les armoires, par exemple, avec plus de presque 700% d'augmentation, les dressings, dressing pour chaussures, par exemple. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est par exemple les cuisines couloirs. Donc, vraiment optimiser tout type de place dans les logements, justement, avec une augmentation de 57%.
Et les banquettes aussi, où on peut ouvrir et avoir du rangement avec une augmentation de 53%. Comme je l'ai parlé en début, les propriétaires sont vraiment intéressés par tout ce qui est environnement, durabilité des matériaux et aussi leur démarche en général. Et la rénovation énergétique fait aussi partie d'un des thèmes importants qu'on a vu en ce début d'année. Donc, par exemple, ils essaient vraiment de réduire évidemment leur consommation de chauffage et on a observé une augmentation et une progression de 26% des recherches des poêles en bois, par exemple, et 29% du sujet de l'isolation. Donc, intéressant. Et d'ailleurs, en matière d'isolation, il y a un autre thème particulièrement intéressant, c'est les façades. Leur requête a triplé, oui, voilà, triplé avec une augmentation de plus de 200%. Alors enfin, l'une des principales nouveautés au sujet des extérieurs, ça concerne vraiment les matériaux utilisés sur les terrasses. Très intéressant parce que les propriétaires semblent vraiment se désintéresser aux terrasses en bois, donc par rapport au coût élevé évidemment, mais aussi tout l'impact environnemental qu'il peut y avoir derrière quand on utilise des bois un peu exotiques par exemple. Et du coup, les terrasses carrelées, le carrelage a doublé en ce début d'année avec une augmentation de 112%. Donc, encore une fois, très, très intéressant. Et on voit énormément d'ailleurs de terrasses en carrelage cette année avec des imitations. Ça peut être travertin, il y a plein de choses, ou même bois. Donc, ouais, très, très intéressant. Il y a évidemment le bois, la pierre, pardon, qui suscite aussi un intérêt très grandissant. Et encore une fois, pas tout le monde a des grands jardins, des grands extérieurs. Et les petits jardins font aussi une problématique qui est très intéressante. Et leur requête a été multipliée par 2 avec 97% d'augmentation. Et évidemment, ce qui va avec les extérieurs, c'est tout ce qui est les cuisines, les pergolas, qui ont aussi une augmentation en ce début d'année avec respectivement 40 et 45% d'augmentation. Donc, je pense que j'ai fait le tour des grandes tendances, que ce soit couleurs, matériaux, décoration, du coup, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, tous les petits luminaires, les rideaux, etc. Je vois qu'Andrea, tu as répondu à pas mal de questions, donc merci. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, de toute façon, on pourra y répondre encore une fois, soit pendant, soit après la présentation. Donc, je pense que je vais te laisser la main, Andrea, et puis tu peux nous présenter la deuxième partie. Super, merci beaucoup. Donc, vous avez compris les tendances qui sont représentées par Camille. Comment ça peut vous aider? Ça peut vous aider notamment sur vos publications Instagram. Si vous trouvez que vous avez des projets qui font écho avec ces volumes de requêtes-là, mettons que vous avez utilisé du travertin pour la rénovation d'une cuisine, n'hésitez pas à bien rajouter ce hashtag dans vos publications, de bien le mentionner dans vos posts, potentiellement si vous avez un compte sur Ouz, de bien le mentionner dans les mots-clés. Parce que du coup, si c'est bien mentionné, ça veut dire que vous êtes bien référencé sur ces éléments-là, même dans vos articles de blog, etc. Ce que les gens cherchent chez Ouz, certainement qu'ils le cherchent sur Google. Et donc, du coup, ça permet aussi de satisfaire ces recherches-là de la part de vos prospects, potentiellement, s'ils sont à la recherche de pros qui ont des expériences similaires. Et puis, vous allez voir, ça crée la transition, justement, sur le prochain sujet. On a une petite question de Sarah qui nous dit, quand vous parlez de publication et de posts, vous parlez dans Ouz ou par ailleurs sur les réseaux? Sarah, je parle partout, en fait. Ça peut être sur vos réseaux, ça peut être sur Ouz. Vous pouvez faire les deux. En fait, les volumes de recherche, c'est aussi, donc comme on l'a évoqué, c'est représentatif des tendances émergentes. Donc, ça veut potentiellement dire que les propriétaires vont aller les chercher sur Ouz, mais aussi ailleurs. Sur Pinterest, par exemple, sur Instagram, peut-être même sur TikTok, sur Facebook. Donc, du coup, n'hésitez pas, potentiellement, dépendamment de votre présence sur les réseaux sociaux et même sur votre site Internet, de bien intégrer ces termes-clés quand vous pouvez les mettre. Ça ne peut que faire du bien à l'algorithme et surtout aux recherches que les clients vont faire pour vous trouver, vous. Donc voilà, on parlait beaucoup des clients, donc des propriétaires. Et donc là, on a beaucoup parlé de l'aspect tendance. Maintenant, on va prendre plutôt l'aspect technique et surtout business. Donc se dire, voilà, on a fait un questionnaire avec Ouz. On a interviewé plus de 3500 propriétaires qui ont vécu une expérience de rénovation dans l'année 2023. Donc, en fait, nous, on part du postulat qu'on a besoin de comprendre quels ont été les points de succès chez les propriétaires dans la réalisation d'une prestation et quels auraient pu être les points d'amélioration pour permettre
une expérience client qui soit parfaite, parce que ce questionnaire-là nous a aussi révélé qu'aujourd'hui, c'est 75% de votre business qui est généré par du bouche à oreille. C'est énorme. Et quand je vous dis du bouche à oreille, c'est pas nécessairement un réseau qui est très proche de vous, mais c'est du référencement. Ça veut dire que vous avez potentiellement été en contact avec une personne qui a aimé votre profil ou aimé votre manière de travailler et vous n'avez pas forcément travaillé avec elle, mais qui vous a peut-être référencé à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, partant de ce principe-là, l'expérience client pour nous, et surtout chez Ouzpro, elle est vraiment, selon nous, au cœur des besoins de vos clients. Et c'est aussi ce qui va pouvoir transformer des prestations en des prestations standards versus des prestations haut de gamme. Même si vous ne faites pas forcément de l'intérieur haut de gamme, mais vous allez voir comment on peut construire une expérience client qui peut être vraiment pérenne et qui peut vous aider à engendrer du business. Puisque notre objectif, évidemment, c'est que vous puissiez être en mesure d'avoir toujours plus de projets, d'être en mesure de pérenniser votre entreprise. Donc, du coup, qu'est-ce qui importe aujourd'hui? Et on va parler de cette mention de crédibilité. Aujourd'hui, la crédibilité que vous avez en ligne, elle importe plus que vous ne le pensez, et surtout cette crédibilité-là qui se partage entre personnes, et notamment, on évoquait tout à l'heure le principe de bouche à oreille. En fait, c'est globalement comment vous arrivez à créer cette crédibilité-là, que ce soit en ligne ou hors ligne, auprès de vos clients et auprès de vos potentiels prospects, pour justement stimuler cet effet de bouche à oreille. Donc, en fait, on a demandé aux propriétaires quels étaient les facteurs qui étaient très importants pour les décisions d'embauche. Donc, on part du principe que les clients, les propriétaires, en général, vont consulter 2 à 3 professionnels pour un service de rénovation. Ils vont comparer plusieurs aspects. Ils vont comparer la personne, la personnalité, on va dire aussi globalement quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé. Ils vont comparer la manière dont vous avez d'interagir avec eux. Et puis, évidemment, à la fin, ils vont comparer les budgets. Souvent, on entend que les budgets sont quand même le point discriminant et surtout le point de choix, mais ne pas oublier que tout ce qu'il y a à côté fait aussi partie des critères d'embauche. Et vous voyez qu'ici, on a presque 3 propriétaires sur 5, donc environ 58% des propriétaires interviewés, qui disent que la communication, la fixation des prix en fonction du budget et le recours à la technologie jouent un rôle dans les décisions d'embauche. J'en parlais hier avec des futurs archives intérieures. Et en fait, c'est de se dire aujourd'hui quels sont les moyens que vous pouvez mettre à disposition pour pouvoir cadrer au mieux la relation avec votre prospect et la relation avec le propriétaire. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour justement lui faire comprendre qu'une communication, ça part à partir du moment où il vous envoie son adresse email pour que vous le contactiez ou son numéro de téléphone, jusqu'au moment où vous lui envoyez le devis et pendant toute la prestation. Donc ça, c'est surtout des éléments qui vont vous permettre, si jamais vous avez des bonnes communications qui sont mises en place, etc., des devis qui sont clairs, transparents, qui sont justes, et surtout peut-être appuyés d'une technologie qui globalement vous facilite la vie et celle de votre client aussi, ça peut pencher dans la balance pour que vous puissiez remporter le projet. On va voir comment. Il y a d'autres facteurs aussi clés qui influencent la décision d'embauche d'un propriétaire. Le premier aspect, c'est la disponibilité. Et ce n'est pas nécessairement, quand on parle de disponibilité, ce n'est pas juste de se dire que vous avez de la place dans votre calendrier pour prendre un projet qui va durer 3 mois. La disponibilité, c'est dans l'approche que vous avez avec votre client, comment vous vous rendez disponible pour répondre à ses questions et surtout comment vous arrivez à préempter ses besoins, ses attentes et à rester proactif en fait dans toute la prestation. Donc, cette disponibilité-là, elle se concrétise sur plusieurs moyens. Hein. Ça peut être sur la communication que vous avez, si jamais vous répondez rapidement à des emails, si vous restez très proactif dans votre communication, en communiquant bien les délais, en communiquant bien les prochaines étapes de votre relation. Je vous prends un exemple tout bête, mais mettons que vous faites un rendez-vous client. Donc, vous avez organisé votre rendez-vous client sur site. Et puis, vous savez qu'il vous faut peut-être une semaine pour définir un devis qui va être vraiment parfait. Bon, vous sortez d'un rendez-vous client, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un mail dans l'heure qui suit avec un résumé de tout ce que vous vous êtes dit en rendez-vous client, avec votre engagement de fournir un devis dans la semaine qui arrive. Et donc, du coup, vous vous engagez à chaque fois à être disponible pour votre client et surtout à construire des attentes qu'il a autour de votre prestation. Donc, c'est ça la disponibilité.
Un autre point qui est important, c'est votre personnalité. Ça, évidemment, c'est super important, votre image de marque. Qu'est-ce que vous véhiculez? Quelles sont les valeurs? Quelle est votre proposition de valeur? Est-ce que votre proposition de valeur, elle s'articule autour de la gestion du temps, du gain de temps, de la flexibilité de votre offre? Est-ce que votre proposition de valeur, elle s'articule autour de la créativité que vous mettez dans un projet, etc. Bref, tout ça, c'est des facteurs que vous véhiculez partout où vous prenez la parole. Donc, que ce soit une parole avec des personnes que vous rencontrez, mais même la parole que vous prenez en ligne, hein, votre e-réputation, comment vous répondez aux commentaires en ligne, comment vous vous présentez sur votre site internet, quelles sont vos publications sur Instagram. Tout ça, en fait, ça concourt à créer une première impression en ligne. Et aussi hors ligne, hein, vous savez qu'en général, on se fait une impression sur une personne en 8 secondes quand on la voit en réel. Donc, du coup, ces impressions-là, elles se font aussi en digital. Et donc, du coup, c'est des critères qui vont influencer les décisions. Et surtout, quand on travaille dans le résidentiel, vous travaillez dans des intérieurs de personnes. Donc, du coup, vous rentrez tout de suite dans leur intimité. Et en rentrant dans leur intimité, la personnalité doit évidemment correspondre à leurs attentes. Ensuite, un des facteurs qui influence la décision, même si ça coule de source, c'est une expérience avec un projet similaire. Quand vous allez faire réaliser la prestation, donc c'est-à-dire quand vous allez cadrer les besoins de votre prospect, n'hésitez pas à comprendre et surtout à voir si vous avez des projets qui potentiellement peuvent résonner chez eux, que ce soit en termes de style, en termes de réalisation, en termes de gestion de projet. Ça, c'est des critères qui vont créer de la réassurance auprès de votre client en disant, voilà, moi je sais que cette personne-là a réalisé des projets similaires. De ce que j'en constate, le projet a été bien fait, les avis sont positifs, etc. Donc, je peux me projeter plus facilement dans la prestation. Et en fait, c'est ça que les clients attendent, c'est de se projeter avec un professionnel, comme j'imagine vous le faites quand vous travaillez avec des personnes qui vous offrent des services, vous avez besoin de vous projeter. Donc, voilà pour les facteurs qui influencent la décision. Et ensuite, il y a vraiment une chose qui compte. Et ça, on va vraiment… on insiste, vous voyez, on a créé une slide rien que pour ça. Mais la chose qui compte aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Ça paraît bête, hein, mais vous voyez, dans n'importe quelle relation, d'ailleurs, notamment des relations personnelles ou des relations professionnelles, c'est la communication qui sauve une relation souvent ou même une prestation. Et en fait, nous, on a interviewé des clients. Et vous allez voir ici qu'on a pas mal de retours. Donc, les retours, c'est les témoignages de nos clients sur ce qu'ils ont vécu pendant les projets et notamment parfois des manquements de communication de la part des professionnels avec qui ils travaillaient. Vous voyez ici, je me sens déconnectée de mon projet, j'ai pas assez de communication. Un contrôle hebdomadaire avec une vidéo de contrôle aurait été agréable. Un suivi fréquent par une application logicielle de suivi de communication de projet, ça aurait pu être chouette. Il aurait été utile d'avoir un point de contact unique car j'ai reçu des informations contradictoires de la part des différents membres de l'équipe et parfois ils ne savaient pas ce que l'autre membre avait dit. Meilleure communication. Donc, vous voyez, en fait, cette communication, c'est aussi une des bêtes noires quand on est entrepreneur parce que vous avez une communication qui vient dans tous les sens. Nous, ce qu'on vous souhaite, c'est évidemment que vous ayez plein de projets à gérer en même temps. Mais donc, plein de projets, ça veut dire que vous allez potentiellement recevoir un texto d'un de vos clients, un mail d'un de vos prestataires. Puis, votre client, il va vous envoyer un mail en disant « j'ai fait un changement sur les fournitures, on va peut-être prendre une autre option ». Et puis ensuite, vous allez recevoir un appel de Madame Durand qui dit n'envoie pas de texto parce qu'elle est un peu plus âgée. Et donc, elle s'attend à ce que vous reteniez tout. Et puis, vous n'avez pas forcément votre calepin derrière vous pour noter, etc. Donc, en fait, cette communication, plus on cumule les canaux de communication, et comme c'est le cas aujourd'hui, hein, dans notre ère complètement digitalisée, c'est de se dire aussi que, en fait, si vous arrivez à canaliser cette communication et à trouver des bonnes méthodes, des bons processus pour vous permettre de canaliser ces échanges-là, ça vous permet, de faire du gain de temps et c'est surtout de pouvoir offrir un cadre, une structure à votre prospect pour qu'il puisse envisager la prestation. Donc, c'est très rassurant et pour vous, ça permet aussi parfois de battre un peu, notamment si vous commencez ce syndrome de l'imposteur. Si vous êtes là depuis plus longtemps, peut-être que ce syndrome-là, vous avez réussi à le combattre. Mais en tout cas, ça crée des bonnes structures sur ça. Et c'est surtout, ça crée de la réassurance, encore une fois, pour le client. Et en fait, on crée ce qu'on appelle des boucles vertueuses. Ça veut dire que
on commence la prestation sur de bonnes bases avec le client. La prestation se passe sur les mêmes auspices, donc du coup, au niveau de cette communication-là. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de créer, et avec vous, c'est que votre client soit complètement heureux pendant toute sa phase et que les impondérables qui arrivent forcément pendant les chantiers, hein, des retards de matériaux, on se trompe dans les fournitures, ça peut arriver, mais que du coup, tout ça puisse être bien communiqué pour justement pouvoir anticiper et surtout pouvoir prendre des décisions au bon moment et éviter évidemment des pertes sèches sur le devis. Ensuite, il y a plusieurs défis à le relever lors de la planification de projet. Donc, on a pareil interrogé les propriétaires et vous voyez qu'il y a plus de 3 propriétaires sur 5 qui déclarent qu'une mauvaise communication, un manque de transparence budgétaire dans les estimations détaillées et la difficulté à visualiser un projet sont autant de défis à relever au cours de la phase de planification. Donc, vous voyez, en fait, ça crée en fait des angoisses au niveau des propriétaires quand justement ils ont le sentiment que leur professionnel ne gère pas par rapport à ça. Vous pouvez être le meilleur professionnel de la rénovation, le meilleur archi d'intérieur, la meilleure entreprise générale de BTP et que votre travail soit absolument parfait et sans issue, enfin sans problème, quoi. Mais si jamais ça peut pêcher dans l'espace de communication, ça peut aussi venir générer de l'anxiété au niveau de vos clients et donc du coup potentiellement créer une mauvaise expérience client pour eux et donc se dire oui, il a fait les travaux super, mais il ne me communiquait jamais les échéances, je savais pas quand les artisans venaient chez moi, donc du coup je me retrouvais sous la douche pendant que j'avais le maçon qui sonnait à la porte. Enfin, vous voyez, c'est ce genre d'événements-là qui font que quand on n'a pas cette bonne communication, ça peut créer des situations anxiogènes pour nos propriétaires. J'ai du mal à scroller cette présentation, je suis désolée. Hop, non, on va y aller. Voilà. Et surtout, posez-vous les bonnes questions. Quand on se pose les bonnes questions, c'est de pouvoir prendre en fait un pas de côté sur votre activité et surtout de comprendre est-ce que vous faites les choses bien ou alors vous pensez qu'il y a moyen de vous améliorer sur certains éléments. Première question, c'est existe-t-il chez vous une source de vérité? Donc, source de vérité, on entend, est-ce qu'il y a un endroit qui réunit en fait toutes vos communications avec les clients et est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de gérer ces éléments tous ensemble pour avoir un espèce d'historique de toutes vos communications, d'avoir un endroit qui récupère toutes les informations pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ne faisons pas d'erreurs, ça permet de protéger votre marge, évidemment, c'est d'éviter des erreurs quand vous allez faire du devis, c'est éviter de mal commander des fournitures parce que finalement, vous avez oublié que votre client, vous avez envoyé un texto pour changer. Enfin, vous voyez, donc cette communication-là, elle touche l'expérience client, mais elle touche évidemment la pérennité de votre entreprise et votre marge directe. Est-ce que vous communiquez de manière proactive sur les délais, les changements? Si jamais il y a des problèmes de main-d'œuvre, etc., des délais de matériaux, comment vous avez l'habitude de les communiquer à vos clients? Si vous avez le temps, en gros, si vous le faites déjà, etc., et que vous sentez que c'est un de vos points forts, capitalisez dessus et notamment capitalisez quand vous êtes en rendez-vous prospect. En revanche, si vous ne le faites pas encore, peut-être ce sont des méthodes que vous devriez adopter pour pouvoir justement obtenir des meilleurs résultats quant à l'expérience client de vos projets. Et est-ce que vos clients connaissent-ils leur deadline, donc globalement les dates butoirs ainsi que les points d'action. Donc, qu'est-ce qui arrive à quelle date et à quoi le client doit-il s'attendre? Donc voilà, ça c'est des questions qui vous permettent de prendre un petit pas de côté et surtout de vous dire est-ce que tout ça je le fais déjà super bien et donc ça super, ou alors est-ce que je pense que je peux m'améliorer dessus et comment je le fais? Là, on est sur la partie, donc du coup, calendrier. On a parlé de la planification tout à l'heure et pourquoi c'était important. Et le dernier point de la question, c'était est-ce qu'on arrive à bien communiquer les dates butoirs avec les actions? En fait, un calendrier, une planification de projet, c'est des éléments qui font partie de la gestion de projet, mais malheureusement, pas tous les pros ne proposent ces options-là. Et donc, du coup, on a aussi récupéré beaucoup de témoignages de la part des pros, notamment qui mentionnaient une meilleure gestion des délais avec des meilleures communications, notamment sur les retards, un calendrier même estimatif qui aurait été utile, des mises à jour proactives sur les calendriers, les retards, les matériaux. Vous voyez, les clients ici sont assez unanimes sur le fait qu'un calendrier et un planning de projet, c'est des éléments qui sont importants dans la réalisation de la prestation. Donc, du coup, si jamais vous n'avez pas mis ça en place, posez-vous la question de savoir quelle pourrait être la méthode la plus simple pour vous de suivre et surtout de la communiquer avec votre client. Ça doit être un document que vous utilisez pour vous en interne, vous avec vos équipes, et aussi un document en externe que vous pouvez partager avec votre client, ce qui lui permet d'obtenir en fait globalement des mises à jour régulières et surtout d'enlever cette anxiété liée au comment mon projet avance, qu'est-ce qui se passe chez moi, quoi.
Et en fait, on a aussi parlé des challenges qui sont liés au fait de travailler avec des professionnels. Et vous allez voir qu'en fait, près de la moitié des propriétaires déclarent du coup que comprendre le calendrier du projet et ses impacts sur l'échéancier, recevoir des communications ponctuelles et précises, ainsi que suivre le budget, ont entraîné des défis au cours d'un projet. Évidemment, quand on gère un projet de rénovation, bon, bah, comme on l'a dit, il y a des impondérables qui arrivent. Donc, potentiellement, il y a des augmentations de budget. Si le client a un changement de dernière minute, ou alors s'il y a un matériel ou un matériau qui n'est plus disponible et on doit opérer un changement, etc. Bon, bah, c'est autant de choses qui changent et qui changent évidemment sur le périmètre de la prestation, mais aussi sur le périmètre du devis. Et donc, nous, on part du principe que en tout cas, dans ce que j'ai constaté avec les échanges de mes clients, c'est qu'un devis qui fonctionne et un devis qui ne frustre pas, c'est un devis qui est juste et qui est transparent. Et donc, la transparence, elle est tout de suite liée à la communication. Donc, plus on arrive à communiquer ces échéances et ces changements et d'expliquer en fait pourquoi tel changement est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé, plus votre client sera à même de signer du coup ces ordres de modification de devis, des révisions de devis, etc. Et surtout de comprendre en fait la prestation en général. Ensuite, on attaque avec la partie visualisation de projet. Donc, en fait, la visualisation de projet, pour n'importe quel professionnel de la rénovation, souvent avec les archis d'intérieur, on a beaucoup les archis ont tendance à beaucoup faire du CAO, hein, de la conception assistée par ordinateur. Donc, du coup, de donner voilà, des images, des plans 2D, des plans 3D, des rendus photoréalistes, etc. On voit que ça a un vrai impact sur la qualité du projet et de la visualisation des différents éléments. Donc, du coup, vous voyez, dans les retours clients, on voit que pour visualiser le projet, ça, c'est super important. Donc, du coup, les archis d'intérieur, vous le faites déjà. Et nous, ce qu'on incite à faire, c'est aussi les professionnels du bâtiment, à part ceux qui font de l'intervention. Hein, si vous faites de l'intervention de plomberie, etc., évidemment que vous n'allez pas créer un plan 2D de la salle de bain de votre client. En revanche, si jamais on est sur un projet qui est de rénovation de salle de bain, de rénovation quand on est entreprise générale du bâtiment, rénovation de salon, etc., n'hésitez pas à vous armer soit de professionnels comme les archis d'intérieur pour vous aider à créer ces espaces-là, soit d'utiliser des moyens simples qui vous permettent de faire de la visualisation, déjà pour pouvoir projeter le client dans une prestation. Je vous dis ça parce que aussi c'est très représentatif de l'époque dans laquelle on vit. Je veux pas faire ma boumeuse, mais évidemment qu'on est sur les réseaux sociaux tout le temps, donc on est dans la gratification instantanée. Dès qu'on ouvre notre téléphone, on a des images sur nous, on a les réseaux sociaux. TikTok en est la preuve par 1000 qu'on est dans une consommation d'images qui est énorme. Et donc, du coup, les clients s'attendent aussi dans le périmètre de la prestation à consommer des images et à consommer des visuels et de les avoir assez rapidement. Donc, du coup, ça les sécurise aussi dans leur choix. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire appel à ces services-là ou ces logiciels-là qui vont vous permettre justement de créer et de rassurer les clients. J'ai une question, Kelly. J'utilise actuellement avec mes nouveaux clients le planning de OusPro pour leur permettre de suivre les différentes étapes de leur projet. Super. Pensez-vous qu'il faut être encore plus communicateur durant la phase de conception ? Écoutez, Kelly, moi, ce que je vous incite à faire, en fait, c'est dans la phase de conception, je pense que c'est important de fixer des deadlines et notamment de s'engager avec les clients sur le périmètre de la prestation, donc le nombre d'allers-retours, etc., le nombre d'options que vous allez leur fournir, mais aussi des délais. Donc, du coup, le planning de projet peut tout à fait commencer à la conception. Et donc, ça crée déjà des bonnes bases au niveau de la planification de projet. Parce que du coup, en fait, le temps que la conception sera validée, il n'y a pas de travaux qui peut normalement commencer parce que vous validez une intention et ensuite, on lance les travaux. Normalement, ça fonctionne comme ça, à part si vous faites les deux en même temps. Et dans ce cas-là, ça peut être un petit peu plus difficile à gérer. Mais moi, je pense sincèrement que notamment si vous utilisez le planning de projet OOS, vous pouvez tout à fait l'envoyer en prenant quelques étapes en clé de la conception, de vous engager sur des deadlines, notamment au niveau des rendus, et ça permet aux pros déjà de ne pas vous relancer 1000 fois. Quand est-ce que je reçois les plans, etc. Donc du coup, tout le monde est sur la même base de communication et ça fonctionne bien. Kelly, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous le dire en chat si ce n'est pas le cas. Donc voilà, pareil, posez-vous les bonnes questions au niveau de votre visualisation. Est-ce que vos visuels aident-ils à prendre des décisions ?
Comment utilisez vos visualisations pour faire ce qu'on appelle de l'upsell avec vos clients? De l'upsell, c'est vendre plus. C'est-à-dire que globalement, notre objectif, c'est aussi que vous augmentiez le panier moyen pour pouvoir, globalement, pour que le projet soit plus rémunérateur, c'est difficile à dire, pour vous. Donc, du coup, c'est de se dire souvent les visualisations, ça permet aussi de prendre des décisions et d'arbitrer entre peut-être des options plutôt haut de gamme versus milieu de gamme ou milieu de gamme versus bas de gamme. Donc, du coup, en fait, ces visualisations-là, ça permet aussi de donner une sorte d'éventail des possibles à votre client sans lui donner trop d'options. Évidemment, il faut assez structurer au niveau des visualisations, mais ça vous permet aussi de proposer d'autres services et de voir si ces services-là les clients veulent les voir inclus dans leur devis ou pas. Donc, ça permet aussi d'augmenter le panier moyen. Donc, voilà, les visualisations, ça agit évidemment sur la relation avec votre client, sur le périmètre de votre vision, le périmètre du chantier, mais aussi globalement sur les éléments du projet global et sur le budget. Kelly me dit merci, c'est ce que j'ai fait, j'ai détaillé chaque étape avec leur temps de production. C'est super Kelly, c'est une très bonne méthode, notamment si jamais vous facturez à l'heure quand vous faites de la conception et que vous êtes sur un taux horaire. Du coup, ça fait tout son sens de pouvoir mettre avec leur temps de production. Donc voilà, on passe au nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le devis. C'est hyper important le devis, évidemment, parce que c'est finalement, on va dire, le Graal avant la prestation que les clients attendent, en disant combien ça va me coûter tout ça, je peux passer dans des prestations assez incroyables, mais est-ce que mon porte-monnaie va le permettre? Et en fait, on se rend compte, comme je vous l'ai déjà mentionné, qu'un devis qui est juste et transparent, c'est un devis qui convertit mieux. Et donc, du coup, il y a un gros point sur la communication aussi dans les devis. Combien de fois j'ai vu des devis où il y avait 2 lignes, c'était très peu expliqué, etc. Et puis, en fait, c'est des devis qui s'élèvent à 5, 7, 10 000 euros, etc. Donc, voilà, c'était quand même des sommes qui sont conséquentes. Et de se dire, il faut quand même que ce soit détaillé. Donc, vous voyez ici, dans les retours clients, qu'est-ce qu'on a? On a obtenir tous les détails écrits dans le devis, c'est connaître à l'avance les choses que nous devions prendre en considération. C'est aussi de se dire globalement quelles sont mes échéances de paiement, quand est-ce que celles-ci vont être dues, etc. pour que en fait, le propriétaire puisse voir venir et surtout préparer sa trésorerie en fonction. Donc voilà, il y a aussi le point, j'aurais aimé que l'archi d'intérieur parcourt ligne par ligne la liste des matériaux recommandés pour tout expliquer dans le devis et confirmer les finitions. Ça peut être intéressant aussi. Si jamais vous êtes sur des gros projets de rénovation, n'hésitez pas à envoyer un devis détaillé et surtout potentiellement organiser une réunion avant de présenter le devis pour y aller ligne par ligne. Ça, on le voit souvent et ça, c'est des bonnes pratiques qui existent notamment dans d'autres industries. En agence de com, par exemple, sur des gros projets, ce qui se passe, c'est que l'agence de com convoque leurs clients, on fait un visio ou même en réel, on présente le projet, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, des premières pistes d'intention et après, on prend point par point le devis et ensuite, on donne le prix global. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous structurez votre prestation et surtout, vous expliquez bien à votre prospect qu'est-ce qu'il peut attendre dans le devis et et pas juste un chiffre à la fin. Parce que globalement, ce qui se passe, c'est quand on ouvre un devis, sans contexte, sans rien, on regarde le chiffre et puis on compare avec les autres et on se dit, voilà, potentiellement, c'est une prestation que je vais prendre ou pas. J'ai une question de Sarah. En tant que décoratrice d'intérieur, intégrer les budgets matériaux ou autres alors que ce n'est pas nous qui les achetons peuvent être gênants et noyer notre prestation. Oui, en fait, Sarah, ça peut l'être. Ça dépend en fait de comment vous vous rémunérez. Si jamais vous vous rémunérez sur un budget global ou une prestation globale, ça va faire partie. Moi, surtout en tant que décoratrice d'intérieur, je vous incite à créer un devis spécialisé dans votre prestation, vu que vous vendez globalement beaucoup de prestations intellectuelles, etc., le service, et ensuite que vous puissiez faire une shopping list à votre client, notamment si vous n'achetez pas les meubles. Ça, vous faites une shopping list à part pour votre client avec les liens, etc., pour qu'il puisse acheter lui-même les éléments. Et comme ça, vous ne l'incluez pas dans votre devis. Et puis surtout, si jamais vous le mettez dans votre devis, vous allez peut-être devoir le déclarer à l'URSSAF. Et ça, on ne veut pas que vous le déclariez à l'URSSAF, notamment quand vous ne les achetez pas et que vous ne touchez pas cet argent. Donc voilà, vous pouvez absolument, Sarah, utiliser la shopping list pour faire ça. Donc voilà. On est sur les devis et donc du coup, les devis, à quoi ça a fait écho? Ça fait écho évidemment à la gestion financière au global et qu'est-ce qui aurait pu améliorer l'expérience. Et là, on est pareil sur des retours clients.
Donc, la clarté financière, c'était vraiment des retours comme il est plus facile de voir le budget et les délais à mesure qu'ils changent. On aimerait avoir plus de transparence financière avant, pendant et après le projet. La communication sur les coûts exacts du projet et tous les changements en cours de route, notamment si vous faites des projets de rénovation avec l'intervention de plusieurs professionnels. Donc, ça veut dire plusieurs devis qui arrivent dans l'entonnoir du projet. Des budgets qui sont plus réalistes. Et vous voyez que les finances ont été stressantes. Voilà, ça crée de l'anxiété puisque comme on touche au nerf de la guerre qui est l'argent, évidemment, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être anxiogènes et qui potentiellement peuvent altérer la relation client que vous souhaitez mettre avec, l'expérience client que vous souhaitez donner pendant la prestation. Donc, du coup, ça, c'est des points qu'il faut absolument pas négocier tout au long de la prestation. Parfois, on a vraiment le nez dans le guidon dans le côté hyper technique et dans l'expertise. N'hésitez pas à prendre un point de recul toutes les 2 semaines, etc., pour faire le point sur votre budget, vos finances, où est-ce que vous en êtes des dépenses, etc., pour être sûr déjà que vous rentrez dans votre rentabilité et surtout de voir que vous ne dépassez pas le budget. Parce que ce que j'entends souvent, c'est des professionnels qui grignotent sur leur propre marge pour ne pas imputer le prix à leurs clients, ce qui est tout à fait chevaleresque de leur part, évidemment, mais ce qui fait que, du coup, votre marge peut être globalement réduite, si ce n'est anéantie. Donc, le but, c'est vraiment de venir analyser tout ça pour pouvoir permettre cette pérennité de votre entreprise. Donc voilà, vous pouvez aussi également trouver des manières qui vont faciliter le paiement, donc payer en ligne, disposer d'options de paiement en ligne, etc., payer par carte de crédit, PayPal, tout ça, c'est des options que vous pouvez aussi mettre en place pour vous permettre de faciliter ce paiement-là. Bon, maintenant, avec Paylib, c'est aussi hyper facile de vous faire régler sans frais, instantanément, etc., pour un montant, je ne me souviens plus quel est le maximum. Camille, si tu l'as, je ne sais plus quel est le montant maximum pour Paylib, mais voilà, ça peut être des éléments qui sont intéressants. Alors, j'ai une question de Kelly. Moi, le problème que je rencontre en ce moment, c'est des clients qui n'ont aucune idée de budget. Je les relance, mais aucune réponse. Alors, j'avance dans le projet à l'aveugle et j'apprends lors de la présentation Shopping List si certains produits sont hors budget pour catégorie, produits, exemple, luminaire. Oui, absolument. Kelly, ça, c'est vraiment un point bloquant, surtout quand les clients n'ont absolument aucune idée de projet. Une des solutions, c'est peut-être de leur proposer des fourchettes, en disant combien d'argent disponible vous avez pour entamer. Est-ce que vous avez pensé à une capacité d'emprunt pour ce projet-là ou pas? Est-ce que vous étiez plutôt en milieu de gamme, bas de gamme? Tout ça, Kelly, vous pouvez vraiment le travailler dans le questionnaire exploratoire, notamment sur vos premiers appels, encadrant un peu la prestation et surtout potentiellement en vous faisant une idée aussi des types de revenus de vos clients. Notamment en allant les stalker sur LinkedIn, vous pouvez aussi voir un peu leurs posts, etc., voir quelles sont plus ou moins leurs zones de revenus et de pouvoir en faire des conclusions. C'est-à-dire que si vous avez adressé, je ne sais pas moi, à Beyoncé, potentiellement, vous savez que Beyoncé, elle a beaucoup de revenus versus, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans la finance ou alors un fonctionnaire, un prof des écoles, etc. Vous pouvez vous faire une idée de revenus et donc du coup potentiellement estimer une fourchette. Ensuite, évidemment, vous le faites quand même en posant ces questions, ils n'arrivent pas à vous répondre. Bon, du coup, potentiellement, proposer 3 options, 3 packages. Vous voyez, un package basique, un package premium et un package plus avec des options. Et en fait, vous faites des devis à tiroir avec différents éléments de prestation et vous incluez différentes gammes. Ça prend un peu plus de temps. Et donc, du coup, vous savez à peu près sur quelle base vous mettre en expliquant très bien vos différentes prestations et la différence entre chacune des offres. Et comme ça, en fait, le client peut voir aussi là où il s'y retrouve le plus. Ça peut être des éléments. Donc, pareil, quelles sont les options de paiement que vous offrez aussi? Quelles questions vous posez? Comment est-ce que vous communiquez clairement tous les frais liés aux commodités? Donc, commodités, j'entends même vos frais de déplacement, tous les éléments qui rentrent en compte dans les frais de prestation, etc. Et est-ce que vos devis incluent un échéancier de paiement? Est-ce que vos clients sont au courant des impacts et surtout quand est-ce qu'ils vont être mobilisés pour payer? Souvent, c'est vraiment assez difficile. On attaque le processus et si jamais vous avez plusieurs acomptes, etc., c'est toujours une tannée d'aller courir après le client pour qu'il nous paye, etc. Donc, du coup, c'est de se dire aussi comment on arrive à engager le client dans la prestation pour qu'il puisse être tenu en compte des échéances et que vous puissiez vraiment structurer ça pour qu'il puisse payer en temps et en heure parce que payer en temps et en heure,
l'intérieur, c'est aussi protéger votre trésorerie. Et la trésorerie, c'est aussi un moyen qui est c'est quand même très, très important, notamment si vous êtes artisan du BTP ou alors si vous êtes archi d'intérieur et que vous faites de l'achat-revente, par exemple. Donc, vous avez besoin d'avoir une trésorerie pour pouvoir entamer certains projets. Bon, du coup, ça, c'est important que vous puissiez vous dégager cette trésorerie-là pour pouvoir entamer d'autres projets. D'où le fait de bien se poser les éléments dessus. Et évidemment, l'objectif ici, c'est de créer des opportunités gagnantes-gagnantes avec les clients. Donc, quand ils gagnent, vous gagnez. Et c'est vraiment se trouver cet équilibre-là. Par quel moyen? Déjà, intégrer une communication centralisée, en ligne, suivie, pour offrir cette expérience client exceptionnelle et aussi ce filet de sécurité à votre équipe, si vous en avez, de vous dire, tout est ensemble, il n'y a pas de perte d'informations, on renseigne bien les notes au même endroit, on sait exactement quel périmètre de la prestation avec notre prospect, donc on n'oublie rien et on ne fait pas de faute. Utiliser des outils technologiques pour venir communiquer plus facilement et de manière proactive. On en parlait tout à l'heure, notamment avec la planification de projet que du coup, c'était Sarah qui l'utilisait ou c'est Kelly? C'est Sarah. Non, je ne l'ai plus. Kelly, certainement. Bon, que l'une d'entre vous utilisait dans les plannings de projet et donc du coup de communiquer l'impact de ces changements. Faites de la clarté financière un élément fondamental, évidemment, de vos prestations. Le nerf de la guerre, c'est de vous faire payer. Donc, ne soyez pas timide de le revendiquer et du fait que vous offrez une prestation qui mérite évidemment salaire. Donc, bien cadrer cette prestation-là avec vos clients. Et surtout, mettez en œuvre des outils visuels qui permettent de satisfaire cette gratification visuelle de la part de vos clients, mais surtout cadrer, évidemment, les périmètres de votre prestation, etc. Donc, vous l'aurez compris, c'est des moyens parfois très simples à mettre en place, notamment sur les éléments de communication, etc., de mettre en place des processus qui vont vous permettre de gagner du temps, de créer des modèles de mails que vous pouvez envoyer en fonction de l'étape dans laquelle se trouve votre client, votre prospect, est-ce qu'il vient à peine d'arriver, de vous contacter, ou alors est-ce qu'on est à l'étape de devis, etc. Voilà, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez mettre en place qui sont faciles pour vous faire gagner du temps, que vous soyez hyper organisé, mais surtout de générer plus de business et de générer plus de chances de convertir votre prospect en client. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions et des discussions. Bon, vous l'aurez compris, tout ça, ça vient de nos clients Ouspro qui nous ont parlé de ça et surtout des propriétaires qui ont eu des projets de rénovation. Donc nous, chez Ouspro, on s'attelle justement à répondre à ces problématiques-là en mettant en place des outils qui vont vous permettre justement de centraliser cette communication, etc. Si ça vous intéresse, Camille avait mis le lien des autres ateliers et notamment, on fait une présentation de l'outil cet après-midi, donc vous pourrez au moins voir comment ça fonctionne si jamais vous n'êtes pas encore sur le programme. Et sinon, écoutez, on se laisse quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez dans le chat, vraiment, n'hésitez pas. Merci Andrea. Je vais remettre le lien au cas où il y a des gens qui sont arrivés un peu plus tard pour les prochaines sessions. Alors, on demande Nugget, je ne sais pas, désolée si j'écorche votre prénom. Y a-t-il des outils sur Ouspro pour les estimations de travaux et planning de chantier? Donc oui, effectivement, on a la planification de chantier et dépendamment de qui si vous êtes architecte d'intérieur ou artisan du BTP ou entreprise générale du bâtiment, vous allez avoir aussi accès à Batiprix, qui est une bibliothèque d'ouvrages et donc du coup qui vous permet d'avoir une estimation de travaux. D'ailleurs, pour petit spoiler pour les personnes qui sont aussi présentes dans notre communauté, donc qui sont déjà présentes sur Ouspro, on parle vraiment aussi en interne de bien intégrer la bibliothèque Batiprix aussi pour les archives intérieures. Donc, on espère que ça va pouvoir être intégré d'ici les prochains mois. On vous tiendra évidemment au courant. Vous parliez de révision de devis. Une fois le devis partagé, envoyé, on ne peut plus le changer, sauf erreur de ma part. Faut-il le dupliquer et repartager? Oui, en fait, Sarah, ce que vous pouvez faire avec les devis dès que vous l'avez créé, si jamais vous l'avez déjà envoyé, etc., c'est en fait de dupliquer le devis et de faire annuler-remplace avec la numérotation du devis à remplacer. Et comme ça, vous êtes bon dans votre comptabilité. Merci Corinne, merci d'être venue. À bientôt. Donc voilà, Sarah, en fait, si jamais vous avez déjà partagé le devis, etc., même si le client l'a signé d'ailleurs, notamment,
Si le client a signé et puis il décèle une erreur en disant « Ah tiens, non, c'était pas le bon, c'était pas la bonne quantité, etc. », vous pouvez tout à fait faire un annulé en place. Et donc, du coup, comme ça, vous êtes bon si jamais vous avez un contrôle fiscal. Si jamais intéressé par une formation sur la gestion financière, ajustement, prix juste, compta, etc. Ok, merci beaucoup Rose pour la suggestion. Très intéressant. Bah, on va voir sur les prochains ateliers si on en fait un dessus, on vous tient au courant. En tous les cas, vous voyez Camille, c'est notre pro, c'est la chef des emails, donc c'est elle qui envoie les communications. Donc n'hésitez, on vous fait part. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut se laisser sur ça, je pense. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes déjà peut-être des très bonnes vacances. Ah, allez-vous envoyer une slide de formation? Oui, absolument. Vous allez recevoir un email demain matin vers 9 h avec justement l'enregistrement de la session d'hier, d'aujourd'hui et de cet après-midi. Donc, si toutefois vous ne pouvez pas être avec nous à 16 h, restez connectés et regardez bien vos emails demain. Vous aurez aussi un e-book à télécharger avec un résumé de toutes les sessions également. Super. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes et passez une très belle journée.